Ces premières structures de bois, efficaces face à de petites troupes de fantassins et de cavaliers, ont pourtant un point faible, le feu. L'apparition des châteaux forts en Europe ne doit rien au hasard. Au cours de la longue période de paix romaine des premiers siècles de notre ère, quelques castrums ou quelques villas fortifiées avaient été érigées à la frontière de l'Empire. Rien de plus. On trouve dans les textes en latin le terme castrum. Donc castrum, ça a donné petit à petit, ou castellum, château. Et castellum veut dire tout simplement le village, donc c'est un terme très générique. Et on voit petit à petit, donc au 9e, 10e siècle, le glissement de sens entre une place forte, qui peut être très grande, une ville fortifiée, et petit à petit, ce qu'on interprète comme un lieu qui est effectivement fortifié, mais c'est aussi une résidence, et pas la résidence de n'importe qui, de celui qui exerce un pouvoir. Au IXe siècle, la partition de l'Empire de Charlemagne plonge tout l'Ouest européen dans une période de chaos. L'autorité du roi, mais également celle de ses vassaux, les comtes, est considérablement affaiblie. Les villas fortifiées vont alors devoir laisser place à de nouveaux types de constructions. D'autant qu'à partir des 8e et 9e siècles, le territoire de cette vaste région, qui n'est pas encore la France, est assailli par de multiples invasions. Les Hongrois à l'est, les Vikings au nord et à l'ouest, les Sarrasins au sud. Pour faire barrage, l'Europe se couvre de châteaux forts. D'abord dans l'ouest et le sud de la France, puis jusqu'en Normandie, en Allemagne et en Angleterre. La féodalité est alors en gestation. Les seigneurs, émancipés d'un pouvoir royal très affaibli, se lancent dans la conquête de territoires. Mais il faudra ensuite les protéger. Ils conçoivent donc des fortifications constructibles en un temps record, 3 mois environ, les mottes castrales, élevées sur des tertres artificiels. Pour symboliser et concrètement retrancher son château, il fallait créer artificiellement une élévation qui soit faite pour voir de loin et pour être vue de loin. La taille moyenne de ces tertres en forme de cône est d'environ 30 mètres de diamètre à la base, pour une dizaine au sommet. La hauteur varie de 6 à 12 mètres, créant une pente de 35 à 55 degrés. C'est là que se dresse la tour haute de 15 à 25 mètres. En contrebas, la basse-cour, le plus souvent circulaire ou ovale. Elle est entourée d'un fossé et d'une levée de terre surmontée d'une palissade. Une tour-porte en bois peut en défendre l'accès. C'est là que se trouvent les bâtiments de service, écuries, fours, pressoirs ou forges. C'est quelque chose qui est simple, qui techniquement est très facile à faire, qu'on peut faire avec les matériaux tirés du fossé, avec le personnel corvéable à merci dont on dispose aussi, donc on n'a pas besoin de véritables techniciens pour mettre en place cette structure. Les châteaux à mottes vont se multiplier entre le Xe et le XIIe siècle. Leur défense repose sur la succession des obstacles, fossés, talus, palissades, et sur la capacité de tenir un siège. La tour, accessible souvent par une simple échelle, est le signe du prestige et de l'autorité des seigneurs. C'est là qu'ils vivent avec leur famille. Celle d'Ardres, dans le Pas-de-Calais, construite vers 1120, comportait 4 niveaux. Un rez-de-chaussée enchâssé dans la terre et faisant office de cellier et de magasin à grains, surmonté d'un étage composé d'une grande salle et de la chambre du seigneur. Venait au-dessus la pièce réservée aux enfants du couple seigneurial et celle attribuée aux hommes de garde. Enfin, surmontant l'ensemble, une chapelle était réservée au maître de la tour. On est aussi, une fois de plus, là dans le symbole pour montrer au reste de la population et au reste de l'aristocratie qu'effectivement on a une empreinte particulière dans le paysage. À cette époque, les seigneurs s'affrontent au cours de guerres privées afin d'étendre et d'affirmer leur pouvoir. Les mottes castrales vont donc se multiplier en Europe occidentale et jusqu'en Angleterre. Elles représentent l'autorité et le pouvoir et permettent de défendre les domaines des razzias de l'adversaire. Ces premières structures de bois, efficaces face à de petites troupes de fantassins et de cavaliers, ont pourtant un point faible, le feu.
Les installations défensives vont donc au cours des Xe et XIe siècles être renforcées par l'emploi de la pierre. Certaines défenses étant érigées dans ce matériau en lieu et place des anciennes fortifications de bois, comme à Restormel Castle au sud de l'Angleterre. En France, l'architecture des premières fortifications va alors subir l'influence des Normands, solidement implantés sur un vaste territoire qu'ils considèrent désormais comme une sorte de nation et qu'ils doivent protéger des appétits de leurs voisins. C'est le risque permanent dans le système féodal au début, c'est de perdre sa légitimité parce qu'on est mangé par un autre, plus fort que soi. Donc on se défend en l'empêchant d'entrer. Dans cette quête permanente de protection, la maçonnerie va venir renforcer le système défensif des édifices dès le début du XIe siècle. Les seigneurs les plus puissants et les plus fortunés vont donc remplacer les tours maîtresses de bois par des grandes tours en pierre. Le plus célèbre d'entre eux, Fulk Nerra, devenu comte d'Anjou à seulement 17 ans, va faire construire une trentaine de forteresses dont celle de Loches en Indre-et-Loire. L'une des plus anciennes et imposantes tours maîtresses en pierre. Avec une telle construction, Fulk Nerra s'impose aux yeux de tous comme l'égal du roi. Et il a le choix entre deux types d'aménagements. Ça peut être un aménagement, disons, stratégique, mais ça peut aussi être un aménagement d'une espèce de château-palais ostentatoire qui est l'expression à la fois de son pouvoir et répondant à son goût du faste de grand seigneur. Donc, par exemple, un donjon comme le donjon de Loches, ce n'est pas un outil de guerre. Il est entièrement construit en pierre et de plus en pierre de taille. Dressé en retrait de fortifications plus récentes, le donjon de Loches forme un rectangle d'environ 25 mètres sur 15. Sa hauteur est de 37 mètres. Une porte est située sur le flanc le moins menacé. Les fenêtres sont ébrasées, étroites sur l'extérieur. Au troisième étage, des ouvertures plus larges permettaient sans doute de passer sur une galerie de bois en surplomb, offrant la possibilité d'ajuster un tir ou de lancer des projectiles sur les assaillants parvenus au pied des murailles. Le donjon résidentiel, c'est quelque chose dont on a des traces à partir de 900 à peu près en France, avec en général la salle basse ou deux niveaux de salle basse, la grande salle, qui est souvent aussi l'accès à la tour, qui est une salle de réception, de représentation au premier étage. Et puis au-dessus, on a des espaces qu'on appelle la caméra, par exemple, la chambre, qui sont un peu plus privatisés. Et puis souvent un étage plutôt défensif dans la partie supérieure, qui est une espèce de salle des gardes et un espace de surveillance. La défense d'une telle forteresse est uniquement passive. La défense passive, c'est construire suffisamment solide, haut et retranché pour empêcher les incursions. Donc plus le château a des fossés larges, profonds, plus ses murs sont élevés, mieux il se défend des incursions. Ça, c'est de la défense passive.